En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir Pascal Perrineau et Julie Girard. Pascal Perrineau est politologue, il a été directeur du CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Il enseigne toujours à Sciences Po et même président de l'association des anciens élèves. Il est l'auteur du Goût de la politique aux éditions Odile Jacob. Julie Girard est docteur en philosophie et écrivain. Elle vit entre New York et Paris. Les larmes de Narcisse, qui vient de paraître aux éditions Gallimard, aborde notamment la question du wokisme. Dans une tribune parue dans le Figaro, elle dénonce le vent d'antisémitisme qui traverse l'université américaine et qui, selon elle, doit placer chacun devant ses responsabilités. Ensemble, nous allons nous intéresser à la révolte qui traverse aussi bien les universités françaises qu'américaines. De quoi cette révolte est-elle le nom? Pourquoi se cristallise-t-elle sur la question israélo-palestinienne? Quel est le poids de l'idéologie woke aux États-Unis et jusqu'où ira le délire? La jeunesse française est-elle sous influence américaine? Tout de suite, les réponses de Julie Girard et Pascal Perrineau en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Julie Girard, Pascal Perrineau, bonjour. 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 Ravi de vous recevoir sur ce plateau pour parler effectivement de ce qui se passe aussi bien à Columbia qu'à Sciences Po Paris. Essayer d'analyser le phénomène en profondeur. Est-ce que c'est une révolte étudiante traditionnelle ou est-ce que ça s'inscrit finalement dans une sorte de révolution woke et quelles sont les conséquences pour la société? Julie Girard, vous êtes écrivain. Vos romans sont des romans d'anticipation et en même temps, je dirais, des satires de la société contemporaine. Les larmes de Narcisse qui vient de paraître aux éditions Gallimard abordent notamment la question du wokisme. Finalement, est-ce que la réalité dépasse la fiction et même l'anticipation? Oui, je crois malheureusement que la réalité dépasse largement la fiction. On observe aujourd'hui dans la société américaine une polarisation que j'ai essayé de montrer dans mon roman entre une gauche du Parti démocrate qui épouse cette pensée woke et puis un trumpisme, un populisme de droite. Et donc cette polarisation est extrêmement forte dans la société américaine et on le voit aujourd'hui avec la crise des campus américains, notamment à l'université de Columbia. Il faut dire que depuis un peu plus d'une décennie, la pensée woke s'est infiltrée dans toutes les arcanes de l'institution universitaire, au point de faire reculer les valeurs les plus importantes qui sont la recherche de la vérité, l'acquisition de connaissances et la liberté d'expression. Et je crois que dans ce qui se passe aujourd'hui sur les campus, on voit que l'idéologie woke est devenue en réalité un terreau fertile pour une instrumentalisation de la cause palestinienne par ces protestataires pro-palestiniens qui ont adopté, de mon point de vue, le logiciel woke. C'est-à-dire que quand on voit à Columbia, au sein de l'espace public de l'université, qui n'est d'ailleurs pas très loin de chez moi, puisque j'habite aux États-Unis, à New York. C'est ce que je disais. On se rend compte que la zone libérée est en réalité une translation de ce qu'on voit dans l'université des safe spaces. Il faut dire que les DEIB ont mis en place des... Alors, on n'est pas toujours encore familier avec tout le jargon woke. En France, qu'est-ce que c'est les DEIB? Le DEIB, c'est un organe de l'administration universitaire donc DEIB pour diversité, équité, inclusion, qui a pour agenda de faire avancer les principes de justice sociale du wokisme et qui organise notamment dans les universités des safe spaces, c'est-à-dire des espaces où les étudiants victimes de micro-agressions peuvent se retrouver lorsqu'ils ont besoin de récupérer. Alors une microagression, c'est effectivement tout propos qui pourrait être considéré comme un dénigrement pour une personne issue d'un groupe dit marginalisé. Et donc on voit cet espace, ce safe spaces, se retrouver dans la zone libérée.
puisque, quoi qu'on en dise, les protestataires pro-palestiniens qui ont installé ces campements n'ont pas toujours été très ouverts à l'idée qu'on vienne dialoguer avec eux. On a vu dans ces campements des tentes être montées avec à connotation identitaire, puisque vous aviez la tente des lesbiennes pour le génocide ou des hindous pour l'intifada. Et dans la dialectique qui est utilisée dans la rhétorique, on a vu une porte-parole, ou en tout cas une jeune femme qui est venue devant le Hamilton Hall, qui a été un des bâtiments de l'Université de Columbia pris d'assaut par les manifestants dans lesquels ils se sont barricadés, venir expliquer que l'université avait un devoir de nourrir et de donner en tout cas d'apporter de l'eau aux personnes à l'intérieur, et que cela constituait une aide humanitaire. Donc on voit bien que la rhétorique, elle est utilisée par ces manifestants, et pourquoi est-ce qu'ils l'utilisent? Probablement aussi parce que ça permet d'emmener, de créer un mouvement solidaire vis-à-vis d'une cause qui touche évidemment tout le monde, parce qu'on est tous inquiets d'une situation de guerre, mais qui, aux États-Unis, quand vous voyez les sondages, ne sont pas forcément les causes prioritaires des étudiants aujourd'hui. On a vu dans un sondage de Harvard au printemps 2024 que parmi les causes prioritaires, la situation israélo-palestinienne arrivait dans les dernières causes mises en avant. 34% seulement des 18-29 ans considèrent que c'est une priorité pour les États-Unis. Donc on voit bien à quel point donc les manifestations ont essayé d'utiliser le logiciel woke et parce que ce logiciel a permis aussi cette montée en fait de l'identitarisme à leur profit. Pascal Perrineau, est-ce que Sciences Po, c'est Columbia? Est-ce qu'on peut vraiment faire la comparaison, ou est-ce qu'on n'en est pas encore là? Et est-ce que vous avez des DEI donc à Sciences Po? Non, pas encore, et heureusement. En effet, Sciences Po est touché par ce mouvement, mais nous n'en sommes pas au degré d'institutionnalisation du wokisme qui existe. En effet, dans les universités américaines, je le ressens lorsque je vais enseigner chaque année aux États-Unis, dans des universités de la côte nord-est. En effet, là, le wokisme fait partie complètement de l'appareil universitaire. Je le raconte d'ailleurs dans mon livre sur le goût de la politique. Chaque année, à mon âge, je suis obligé de passer des examens pour vérifier, en effet, si je suis un enseignant à l'abri de toutes les VSS, c'est-à-dire les violences sexistes et sexuelles, et si je suis un enseignant qui est capable de résister aux micro-agressions qu'il pourrait avoir vis-à-vis de telle ou telle minorité. Donc chaque année, je passe ces examens, ce qui vous montre le degré d'institutionnalisation de ce wokisme dans l'appareil universitaire américain. Alors en France, cela a fait son chemin dans les universités, à Sciences Po, mais je crois que j'ajouterais au diagnostic que je partage entièrement de Julie Girard, j'ajouterais un élément. En France, il y a en particulier dans le domaine de la sociologie, une école de sociologie qui est très dominante dans la sociologie française, qui est justement la sociologie qui a été portée pendant de très nombreuses années par ce sociologue qui s'appelle Pierre Bourdieu, et qui est une sociologie de la domination, où tout est domination, où on est à la recherche sans cesse de la domination dans le domaine sexuel, dans le domaine ethnique, dans le domaine culturel, dans le domaine social, bien sûr. Et quelque part, le wokisme américain, nord-américain, s'est matiné de cette sociologie de la domination pour pénétrer en particulier les universités de sciences sociales, en France. Et cette sociologie de la domination est très souvent le relais de ce wokisme. D'autre part, il faut bien se dire que peut-être contrairement aux États-Unis, il y a une instrumentalisation politique qui est évidente par la France insoumise. La France insoumise a choisi
particulièrement aujourd'hui, où elle ne rencontre plus le succès électoral. Il suffit de regarder les scores prévus pour la liste de la France insoumise. Quand ils atteignent 8%, c'est le maximum. Et d'autre part, le vieux rêve qu'ils avaient de reconstituer une union de la gauche autour d'eux, la fameuse NUPES, tout ça s'est brisé totalement. Et donc, la France insoumise revient à une stratégie groupusculaire, à une stratégie d'agite-propre, comme on dit, d'agitation et de propagande. Et il faut voir, particulièrement à Sciences Po, que depuis maintenant quelques semaines, dès qu'il y a une mobilisation, il y a, aux côtés de la minorité, bien sûr, d'étudiants qui cherchent à bloquer l'institution, il y a des députés de la France insoumise. Et cela correspond également à ce que l'on a appelé, tout le monde avait ricané un peu à l'époque, l'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme est hélas une réalité qui n'est pas nouvelle, et dans laquelle on assiste à un rapprochement extrêmement fort de milieux radicaux de l'islamisme et de milieux radicaux de la gauche. C'est ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, et aujourd'hui on est au cœur de cet islamo-gauchisme. Un exemple chimiquement pur. Comment ça se passe concrètement à Sciences Po? Est-ce que c'est la majorité des élèves qui sont dans cette logique-là? Est-ce que c'est une minorité bruyante? Vous nous avez parlé de députés insoumis qui sont aux côtés des élèves dans les manifestations. Est-ce qu'il y a aussi des gens extérieurs à Sciences Po qui pourraient venir de groupuscules de gauche qui instrumentalisent Sciences Po? Peut-être même des personnes qui seraient liées à l'islamisme. Comment vous analysez les choses? Alors, il faut distinguer deux choses. Il y a ce qui se passe à l'intérieur de Sciences Po. Vous savez, on ne peut pas rentrer à Sciences Po n'importe comment. Il y a des contrôles par des agents de sécurité aux portes, et cela en permanence. Donc, normalement, sur les lieux de Sciences Po, ne peuvent rentrer que des étudiants ou des collaborateurs de Sciences Po. Et là, on voit que il y a une minorité conséquente, mais une minorité nette d'étudiants qui ont choisi la voie de l'affrontement, du blocage, de la perturbation des cours, de l'occupation de locaux, de l'interruption de cours, et qui a tendance à transformer depuis quelques semaines Sciences Po en espace de meeting permanent, de meeting et non pas de lieu de débat. Parce que s'il y avait des lieux de débat, pourquoi pas? C'est tout à fait légitime qu'il y ait des débats entre pro-palestiniens, pro-israéliens. Voilà, ça c'est tout à fait légitime. Mais ça n'est pas le cas. Ce sont des espaces de meeting unilatéraux où s'expriment toujours les mêmes, et en particulier le comité Palestine qui réunit ces étudiants radicaux. Et puis en dehors de Sciences Po, dans la rue, bien sûr, cette minorité reçoit le soutien, en effet, de milieux qui sont à la fois des milieux de l'extrême gauche radicale et des milieux islamistes très sensibilisés, en effet, au drame qui se déroule à Gaza et aujourd'hui dans le sud de Gaza, autour de Rafah. Donc, il y a, selon que l'on se situe dans l'espace de Sciences Po ou en dehors de Sciences Po, des masses qui sont différentes. Mais l'immense majorité des étudiants de Sciences Po a envie de travailler et, au fond, a une conception juste de l'institution universitaire. Une institution universitaire, ça n'est pas un lieu de meeting, ça n'est pas un lieu militant, c'est un lieu où on transmet des savoirs entre enseignants et enseignés, c'est un lieu, en effet, où on s'éduque, où l'on vous évalue et on vous prépare à entrer dans la vie professionnelle. Et je crois que les institutions, il faut faire son autocritique, les institutions universitaires et Sciences Po ont intérêt à l'avenir à ne pas se transformer en autre chose qu'une institution universitaire, c'est-à-dire une institution de transmission du savoir, et en particulier, il faut que les institutions universitaires cessent de prendre position sur des enjeux de politique nationale ou internationale sans cesse. Ça n'est pas leur rôle. Il y a pour ça des partis, des syndicats, des églises, des associations qui d'ailleurs ont une représentation
associations, les associations à Sciences Po même. Donc laissons faire ce jeu, mais ça n'est pas à l'institution en tant que telle, ça n'est pas du tout son rôle de prendre position et de déterminer ce qui est le bien et ce qui est le mal. On en continue à en discuter, Pascal Perrineau, après une courte pause, toujours avec Julie Girard. On aura le temps d'y revenir, d'approfondir la conversation, de voir aussi si aux États-Unis les institutions universitaires sont définitivement devenues des églises, pour reprendre la formule de Pascal Perrineau. À tout de suite sur Sud Radio, En toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec Pascal Perrineau et Julie Girard. Pascal Perrineau, politologue enseignant à Sciences Politiques Paris. Julie Girard, écrivain qui vit aux États-Unis, à New York, qui a écrit notamment sur la question du wokisme dont nous parlons ce matin. Nous essayons de comprendre de quoi la révolte des universités françaises et américaines est-elle le nom. Mais d'abord un mot sur votre livre, Julie Girard. On l'a dit, c'est un livre qui parle de la question du wokisme, qui est à la fois un roman d'anticipation et une satire. Et il commence par cette scène, par cette mésaventure arrivée à l'un de vos personnages, qui est un présentateur vedette, Kevin Thompson, et qui, dans l'une des émissions les plus importantes des États-Unis, reçoit un rappeur et ose lui demander s'il ne trouve pas contradictoire de défendre la lutte contre le racisme que subissent les Noirs et d'appeler à la violence contre les Blancs. Sur ce, il est banni de l'espace public. Ça déclenche une énorme polémique, mais on a presque envie de la remettre dans le contexte actuel. Les woke prêchent d'un côté la tolérance, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre vous prêcher la défense légitime du peuple palestinien et vouloir la destruction d'Israël ? Oui, je crois que vous pointez là effectivement la plus grande contradiction de la crise universitaire aujourd'hui. Effectivement on soit en empathie avec le peuple palestinien, nous le sommes tous, mais qu'en même temps on fasse de Israël la mère de tous les maux et que un vent d'antisémitisme souffle comme ça sur les universités, parce que je crois que c'est peut-être pas nouveau, mais depuis le 7 octobre c'est très palpable, et dans la crise qu'on voit dans les universités actuellement, on voit des propos antisémites très forts quand on dit à des juifs de retourner en Europe ou en Pologne, lorsqu'on dit à des étudiants juifs qu'ils ne peuvent pas assister à des cours parce qu'ils ont déclaré que la vie des juifs comptait et que c'était considéré comme une manifestation d'hostilité. On peut quand même s'interroger sur le camp du bien et le camp du mal, parce que tout de même c'est un paradoxe qu'ils entretiennent et qui a pour objectif de mon point de vue, récupérer le statut de victime des Juifs et le renverser pour les faire rentrer dans le camp des oppresseurs, des dominants de l'Occident, du blanc qui dominerait, et que tout le wokisme s'acharne à vouloir écarter. Est-ce que vous diriez que le wokisme aujourd'hui est une forme de racisme à l'envers, de revanchisme des minorités à l'égard des Blancs, et peut-être des Juifs qui sont d'une certaine manière considérés comme le symbole absolu justement de ce que les woke appellent le mal blanc occidental? Oui, je crois qu'on est dans une logique de renversement, dans une logique de ressentiment. C'est vraiment on est au cœur du ressentiment, et que effectivement il y a une volonté, il y a une association du juif, de l'État d'Israël avec le capitalisme, avec tout ce que les woke essaient de effectivement déconstruire depuis plus de 10 ans. Donc oui. C'est pour ça que vous parlez dans la tribune au Figaro d'antisémitisme aujourd'hui ? Oui, parce que quand le 7 octobre, si vous voulez, le pogrom du Hamas arrive, et le lendemain vous avez une université comme Harvard dont la présidente garde le silence, alors que ça fait quand même plus de 10 ans que l'université ne cesse de se positionner. Et là je reviens à Pascal Perrineau, et je suis d'accord avec lui sur le fait que la politique n'a rien à faire à l'université. Mais quand vous avez politisé et vous avez pris parti pour Black Lives Matter, pour la marche à la suite du décès de George Floyd, quand vous avez pris parti sur beaucoup de causes, et que là survient le pogrom et que vous ne dites rien,
vous alimentez quand même. Voire certains ont parlé de résistance, je crois, Oui. et ont pris parti pour les terroristes au moment du clairement, du sur les 7 octobre. étudiants. Là, je m'attachais plus à l'ancienne présidente. Voilà. À l'ancienne présidente qui a démissionné, mais qui n'a pas démissionné pour ça, finalement, qui a démissionné pour une affaire de plagiat. De plagiat, effectivement, mais qui a été poussé à démissionner aussi, grâce, je dirais, à l'action finalement des grands donateurs, qui à un moment donné ont dit c'est plus possible. Pascal Perrineau, vous nous disiez avant la pause, l'université doit être une institution qui transmet les savoirs et n'a aucun intérêt à devenir un lieu de meeting politique. La dérive des universités et de l'enseignement supérieur français paraît moins accentuée qu'aux États-Unis, mais malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas eu un glissement depuis quelques années? Je pense en particulier à Sciences Po, Paris. Aujourd'hui, on se réveille, on parle d'islamo-gauchisme, de wokisme, mais est-ce que c'est pas aussi une lente évolution qui date de Richard Descoings, aujourd'hui disparu, et c'est difficile de parler de quelqu'un qui est disparu, mais qui avait commencé d'une certaine manière cette rupture et qui était fasciné par le modèle américain avec, je me souviens, que Sciences Po avait fait le Hijab Day il y a quelques années, donc il y avait déjà cette logique de quota, de multiculturalisme qu'il a intégré à Sciences Po il y a une vingtaine d'années, peut-être maintenant, ou une quinzaine d'années. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une lente évolution, et est-ce que là, on est à la croisée des chemins, en quelque sorte? La fascination du modèle américain, en particulier sur le terrain universitaire, est évidente. C'est une fascination évidente qui est liée au fait que quand vous regardez les classements internationaux, en effet, les universités américaines sont sur le marché international extrêmement bien positionnées. Et il y a de la part à la fois des étudiants et d'une partie des enseignants et des chercheurs un tropisme nord-américain. Et ce tropisme nord-américain a amené dans un premier temps ce qu'on pourrait appeler simplement une fascination pour le modèle d'une société multiculturelle et une certaine allergie au modèle de la société française universaliste et républicaine. Il y a eu là un malentendu qui s'est peu à peu développé et qui s'est ensuite durci sous la forme de ce dont on parle ce matin, le wokisme, en effet forme de racisme inversé, forme d'enfermement identitaire, parce que moi ce qui me frappe, c'est qu'aussi bien aux États-Unis que dans les dérives wokistes que peuvent connaître certaines institutions universitaires, il y a une volonté d'enfermer les individus dans leur appartenance identitaire. C'est quelque chose de terrible, quoi. On est un vieux, mâle, blanc, et on n'en sort pas. Et il y a une forme d'incapacité à considérer qu'il est légitime de prendre de la hauteur, de s'émanciper. D'ailleurs, pardonnez-moi, je vous coupe, c'est valable dans l'idéologie woke et pour les bourreaux, selon eux, enfin, et pour les dominants, qui sont ad vitam aeternam des blancs colonisateurs et qui peuvent pas en sortir, mais c'est valable aussi pour les victimes qui, de père en fils, en arrière-petit-fils, sont pour toujours, quel que soit leur niveau social, leur parcours dans la vie, enfermés dans un statut de victime. Or, l'ambition et la beauté du modèle français, du modèle républicain, dont Sciences Po est porteur, parce que Sciences Po a été créé dans la seconde moitié du 19e siècle, justement, pour donner un souffle à cette culture universaliste républicaine. C'est de dire aux jeunes que l'on forme, mais quelles que soient vos origines, vos enracinements, vous pouvez quelque part vous libérer de ces appartenances. Vous pouvez, dans le modèle de la citoyenneté, prendre de la hauteur. Et c'est ça, la liberté. Et la liberté, c'est pas du tout de fonctionner sur un mode communautaire dans lequel vous êtes ad vitam aeternam, enfermé, assigné à résidence communautaire. Et le combat, il faut le mener, parce que nous sommes un peu à la croisée des chemins, et il y a d'un côté, au fond, un projet qui est un projet d'asservissement. Et de l'autre côté, un projet de liberté. C'est pour ça qu'il ne faut pas
transiger de manière excessive. Il y a un combat extrêmement important à mener. Et vous voyez, moi je suis, par exemple, dans ce qui se passe à Sciences Po, je comprends l'émotion d'étudiants sur ce qui se passe à Gaza, en particulier lorsque ces étudiants sont eux-mêmes musulmans, ont des liens avec la communauté éventuellement palestinienne, où on fait un séjour à Gaza. Je comprends très bien, mais ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est qu'il n'y a, par exemple, dans les prises de position de ces étudiants, aucun mot sur le 7 octobre. Hein. Et donc, il y a une forme d'indignation sélective. Il n'y a aucun mot à l'heure actuelle sur les 120 et quelques otages qui croupissent dans les prisons du Hamas et dans les geôles du Hamas. Pourtant, ça ne porterait pas à conséquence de dire que, voilà, ces étudiants sont aussi préoccupés par la détention de ces otages, et pourtant, rien ne vient. C'est ça qui est préoccupant, parce que au fond, on voit apparaître derrière cela une haine d'Israël et de temps à autre, il faut bien dire, un véritable antisémitisme et aucun modèle culturel républicain, aucune université française ne peut tolérer des espaces dans lesquels se réinvente un nouvel antisémitisme. Merci Pascal Perrineau, merci Julie Girard. On poursuit la conversation après une courte pause sur Sud Radio. On verra aussi si ce wokisme dépasse finalement le microcosme universitaire et se répand dans toute la société, si c'est le cas aux États-Unis, si c'est le cas en France. À tout de suite sur Sud Radio, en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po, politologue, ancien président de l'association des anciens élèves de Sciences Po, et Julie Girard, écrivain, essayiste. Le dernier roman, Les larmes de Narcisse, on le rappelle, paraît chez Gallimard. Ça aborde notamment la question du wokisme. J'avais une question pour vous, Pascal Perrineau. Je précisais que vous étiez également président de l'association des anciens élèves de Sciences Po. On parle beaucoup aujourd'hui du wokisme. Certains comparent à mai 68 et expliquent que finalement les universités, Sciences Po, ont toujours été des lieux, des bastions du gauchisme, d'une certaine révolte étudiante. Est-ce que la situation est si nouvelle? Est-ce que c'est une rupture avec le passé, ou est-ce que c'est une révolte étudiante finalement, comme on en a vu, une parenthèse gauchiste qui va finir par passer avec le temps? Bien sûr, les universités ont toujours été, on le sait, depuis presque la nuit des temps, un lieu où s'exprimaient en effet des agitations, où se construisaient des mobilisations souvent contre des réformes touchant l'université, il y en a eu de multiples dans le passé, ou bien des mobilisations mais qui avaient une dimension générale. Vous mentionnez mai 68, il y a dans les mobilisations de mai 68 l'idée qu'il faudrait construire radicalement une autre société, une autre culture, etc. Là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit en effet d'une mobilisation qui a une très forte dimension d'enfermement communautaire, typique en effet du wokisme, et qui à cet égard est un peu nouvelle dans le paysage, et qui d'une certaine manière se prive d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que l'immense majorité des étudiants, même si ces étudiants ont de la sympathie pour les souffrances du peuple palestinien, l'immense majorité de ces étudiants n'a aucune envie de cet enfermement communautaire que leur propose le wokisme. Ils ont entre 18 et 25 ans, c'est l'âge où on explore sa liberté, où on construit ses choix en liberté,
société où on s'arrache à cette détermination familiale, ethnique, culturelle et autres. Et donc, d'une certaine manière, je crois, et on le voit en France aujourd'hui, certes, il y a une agitation ici et là, dans quelques IEP, Sciences Po, en région, dans quelques universités, mais il ne faut pas croire que le mouvement se répand sur l'ensemble du système universitaire, comme certains voudraient bien le croire, ou comme certains l'appellent de leur vœu. C'est une erreur de ce diagnostic. Julie Girard, est-ce qu'aux États-Unis, en revanche, ça s'est répandu sur tout le système universitaire, et qu'est-ce que ça dit sur les futures élites américaines? Est-ce que c'est pas inquiétant? Est-ce que le phénomène est minoritaire? Est-ce qu'il existe des universités non woke? Et en quoi ça modifie peut-être les équilibres politiques futurs? Je crois foncièrement que le problème va bien au-delà de l'université aux États-Unis, qu'on le retrouve aujourd'hui dès la petite école, à l'école primaire, puisque les écoles de certains États ont déjà des DEI dès l'enfance. Alors on rappelle, je suis désolé, les DEI pour les organes de diversité, équité, inclusion, qui sont en réalité, d'une certaine manière, des organes qui, au fond, devraient faire avancer l'égalité et la justice sociale, mais qui sont plus là pour censurer et mettre en œuvre la pensée woke. Et donc, c'est à partir du moment où vous avez ces organismes dans des écoles de primaire, vous avez de la censure nécessairement de livres, parce qu'il ne faut pas heurter les sensibilités des enfants, parce qu'on va vous expliquer qu'un livre qui a un terme discriminant doit être retiré. Donc, que peuvent lire nos enfants? C'est-à-dire qu'ils ne font pas l'épreuve dans la fiction du monde d'aujourd'hui, mais même d'hier. Ne serait-ce que pour combattre le racisme, il faut comprendre qu'il a existé, comment, dans quel contexte, Exactement. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui, dans certains sondages, que 20% des jeunes de moins de 30 ans pensent que l'Holocauste est un mythe. Mais si on leur fait pas lire l'histoire, si on leur raconte pas ce qui s'est passé, ils ne peuvent pas le connaître. Et donc on a vraiment ça. Et alors ensuite, ça va de l'école primaire jusqu'à l'université et ensuite sur le marché du travail. C'est-à-dire que aujourd'hui, des entreprises, notamment en tech, je pense notamment aux GAFAM, sont innervées par la pensée woke. Vous avez des town halls chez Google régulièrement. Les fameux town halls de Sciences Po. Voilà d'où ça vient. Exactement. Et le problème, c'est que la tech est en train d'orchestrer les modèles de langage qui vont être dans nos téléphones, dans nos ordinateurs. Et donc, tout ce qui est intelligence artificielle va être probablement heurté par ça. C'est ce que vous écrivez notamment dans une tribune au Figaro. ChatGPT et une intelligence artificielle woke. Alors, on l'a vu notamment avec Gemini AI aussi. Ce sont des modèles qui, par définition, notamment Gemini, est fondé sur 3 LLM, donc 3 modèles de langage, et ces 3 modèles de langage intègrent le règlement DEI ou les principes DEI de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des photographies de nazis noirs ou des papes femmes, ce qui résulte en fait de la manière dont vous mettez en place le modèle. Il est très compliqué de calibrer sur le les modèle. Photos générées par l'outil. Oui, c'est pour que les auditeurs comprennent bien. On sait que c'est très compliqué de calibrer ces outils, mais en même temps, si vous incluez des biais woke, la machine sera woke. Et si la machine remplace le professeur dans quelques années, ça peut être effectivement inquiétant pour nos enfants. Quelles conséquences tout ça a sur la société américaine? C'est aussi le principal carburant, j'imagine, du Trumpisme qui fait son grand retour aux États-Unis. Totalement. Enfin, qui n'est jamais parti d'ailleurs, mais qui pourrait l'emporter à la prochaine présidentielle. Je crois que pour Joe Biden, la donne va être compliquée parce que son aile gauche le met en demeure de répondre sur la situation israélo-palestinienne et puis d'être beaucoup plus radical, alors que les démocrates modérés ne se retrouvent pas nécessairement dans son programme. On voit que les jeunes soutenaient à 61% Biden à la dernière élection et qu'ils sont aujourd'hui 50%. Donc clairement, Donald Trump apparaît potentiellement comme une alternative à ce parti démocrate qui a du mal à faire le grand écart. Et je vous disais les conséquences que ça a potentiellement sur les futures élites, parce que les grandes universités américaines, d'ailleurs comme Sciences Po à Paris, sont censées
former les dirigeants de demain. Donc est-ce que ça laisse augurer finalement d'une guerre culturelle, c'est comme ça qu'on appelle ça aux États-Unis, permanente entre les wokistes et ceux qu'on appelle les populistes? Très certainement, et on voit d'ailleurs que c'est déjà le cas. Clairement, vous avez quand même les jeunes des générations qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui sont passés par ces universités. On voit aussi qu'il y a deux Amériques qui se dessinent très clairement aujourd'hui, par État même. Vous avez quand même la Floride de Ron DeSantis ne propose pas les mêmes principes, en tout cas dans ses universités, par exemple, qu'un État comme la Californie. Donc clairement, il y a une polarisation qui ne cesse de s'accroître dans la vie de tous les jours, dans le marché du travail. Les gens ont de plus en plus de mal à se parler quand ils sont de bords opposés. Et donc on arrive vraiment à une paralysie, je crois. C'est le scénario pour vous qui aimez la science-fiction, de Civil War, le film qui sort actuellement en France. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai pas eu encore l'occasion de le voir, non. Pascal Perrineau, vous, votre regard de politologue là-dessus, est-ce que vous avez pu observer la société américaine? Est-ce que c'est une polarisation qui vous inquiète? Et est-ce que vous redoutez que cette polarisation se transporte en France? Et est-ce que c'est pas déjà un peu le cas d'une certaine manière, et c'est pas ce qu'on vit ces derniers jours? Oui, je partage à cet égard totalement ce que vient de dire Julie Girard. Moi, j'enseigne depuis 20 ans aux États-Unis chaque année, et depuis 20 ans, on assiste à une véritable dérive des continents. Il y a 20 ans, les démocrates parlaient aux républicains, les républicains parlaient aux démocrates. Il n'y avait pas de guerre culturelle. Au fond, ces citoyens démocrates et ces citoyens républicains partageaient nombre de valeurs. Ils s'opposaient, bien sûr, sur des éléments de politique économique, voilà, sur des traditions familiales, etc. Mais au fond, il n'y avait pas de coupure. Et on assiste en tout cas depuis 10 ans, à une dérive des continents phénoménale. Dans toutes les enquêtes faites aux États-Unis, on s'aperçoit en effet que aujourd'hui le peuple républicain ne partage presque plus aucune valeur avec le peuple démocrate, et vice-versa. C'est extrêmement dangereux, parce que cela veut dire que ces démocraties ne peuvent plus faire société. Quand on n'a plus de langage commun, quand on n'a plus de terrain commun, quand on ne peut plus penser ensemble le bien commun des sociétés, on rentre dans un processus de ce que vous appelez la guerre culturelle, de ce que un grand penseur américain, Huntington, appelait jadis le choc des civilisations à l'intérieur même de nos sociétés, et ça, c'est extrêmement dangereux. Alors la France n'en est pas encore là, mais attention, on parle beaucoup en France, en effet, de fractures sociales, de fractures culturelles, de fractures territoriales. N'ajoutons pas à ces fractures dont souffre de manière évidente beaucoup la société française et la démocratie française, une fracture qui serait une fracture culturelle. Mais on voit bien, et la violence dont parle beaucoup, la violence endémique dont parlent beaucoup en ce moment les médias à juste titre, qui secoue la jeunesse française, qui secoue de nombreuses villes et de nombreux quartiers, est tout à fait endémique de cela. Quand on n'a plus rien à se dire en commun, eh bien, on s'éloigne, c'est ce qu'on peut espérer de mieux, ou bien on s'affronte, et on s'affronte par la violence. Il y a un passage à l'acte qui est extrêmement inquiétant, qui dit au fond qu'on ne supporte plus l'autre. On n'arrive même plus à l'entendre, et donc le seul moyen, c'est on sort sa lame, comme disent certains jeunes, et on trucide celui qui est en face de soi. Véritablement, c'est pas un avenir enviable pour la société française. Merci Pascal Perrineau, merci Julie Girard. On se retrouve après une courte pause pour la dernière partie de cette émission sur Sud Radio. Toujours en toute vérité, à tout de suite. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Julie Girard, écrivain, essayiste qui s'intéresse notamment à la question woke dans son dernier livre, qui parle aussi des nouvelles technologies. Il y a beaucoup de sujets dans votre livre. Les larmes de Narcisse, c'est aux éditions Gallimard, mais il y a notamment cette satire du wokisme, c'est de l'anticipation, mais ça ressemble beaucoup à la réalité
Pascal Perrineau, vous êtes politologue, essayiste, professeur à Sciences Po. Votre dernier livre, Le goût de la politique, aux éditions Odile Jacob. J'avais du coup envie de vous poser une question là-dessus, sur le goût de la politique. Justement, la politique, finalement, c'est le combat, mais c'est le combat autour d'idées, de projets. Et est-ce que les étudiants woke ont perdu en quelque sorte le goût de la politique, puisqu'ils sont plus capables de dialoguer, de débattre, et ils veulent tout simplement effacer leurs adversaires? Tout à fait. Et surtout, si vous voulez, le goût de la politique, lorsque la politique est animée de passion positive, j'allais dire presque de passion joyeuse, c'est le goût du débat, l'écoute de l'autre, même avec celui avec lequel on est en profond désaccord, la volonté de construire des compromis. Ça n'est pas du tout une culture de l'ennemi. Dans une démocratie, il y a des adversaires qui s'affrontent civilement, il n'y a pas d'ennemi à abattre. Or là, on le voit bien, chez les woke, il y a un ennemi à supprimer. Ça n'est pas pour rien que l'on parle de la fameuse culture de l'annulation. Il s'agit d'annuler la cancel culture. Et il s'agit d'annuler celui avec lequel on est en désaccord. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. On le voit en effet dans une minorité radicale, parfois d'étudiants, qui est animée en effet de ce que Julie Girard appelait tout à l'heure la culture du ressentiment. Vous savez, dans les années 30, années périlleuses, Max Scheler, un auteur allemand, avait écrit un très beau livre sur l'homme du ressentiment, pour comprendre ce qui se passait à l'époque. Et ce ressentiment a débouché ensuite sur la volonté de trouver des boucs émissaires, de trouver des ennemis à éliminer, le juif, le bourgeois, etc. Et on a vu ce que ça a donné en termes de totalitarisme. Et aujourd'hui, il faut être très vigilant, parce que à nouveau est réapparue cette culture du ressentiment et cette volonté de transformer les autres en ennemis radicaux. Il y a, par exemple, dans les revendications du Comité Palestine qui anime ces étudiants radicaux à Sciences Po, l'idée que, à l'ouest du Jourdain, eh bien, il faudrait qu'il y ait un seul État palestinien et donc la fin de l'État d'Israël. Donc là, il y a une culture de l'annulation de l'État d'Israël. L'hostilité à Israël est telle que l'on revendique sa disparition. Eh bien ça, si vous voulez, quand on est en démocratie, quand on est attaché au pluralisme, on ne peut pas l'admettre. Julie Girard, Pascal Perrineau faisait référence à la culture de l'effacement. Votre livre, vous vivez aux États-Unis et votre livre paraît en France. Est-ce que vous avez pour projet de le faire éditer aux États-Unis? Est-ce que c'est tout simplement faisable aujourd'hui? Alors, je suis très attachée à la langue française, donc j'ai écrit en français et je suis très heureuse qu'il soit publié en France. Mais effectivement, je pense que des livres qui prennent des risques, des livres qui osent dire les choses, qui osent aller à l'encontre de tout ce que toutes les revendications du wokisme sont malvenues aujourd'hui, et que c'est très difficile de trouver un éditeur aux États-Unis qui accepte de prendre le risque, tout simplement parce que le livre ne trouvera pas de place, ne se vendra pas, ou parce que le livre sera censuré en bibliothèque ou sera censuré par les librairies. Donc il y a un climat aux États-Unis très compliqué. On réécrit les livres. On parle de sensitive readers, donc ces lecteurs sensibles qui ont réécrit Roald Dahl par exemple. Et en plus, ce que je trouve d'autant plus choquant, c'est que le livre en réécriture coûte moins cher que l'original. Donc c'est-à-dire que les enfants des classes favorisées vont aller s'acheter le livre qui est d'origine, et puis voilà, il y a un deux poids deux mesures, et donc cette réécriture elle est en train de toucher vraiment toute l'édition américaine, et je pense que c'est beaucoup plus difficile de faire passer certains livres en Amérique par rapport à la France aujourd'hui. Pascal Perrineau parlait de logique totalitaire, et c'est vrai que quand on vous écoute, on pense à Orwell, le principe de la réécriture, qui était le principe d'ailleurs soviétique aussi, de supprimer des personnages existants sur les photos, d'une certaine manière, de réécrire l'histoire en fonction de l'agenda politique du moment. La novlangue orwellienne également dont vous parliez, qui va
va être encore accentuée par le poids que va prendre l'intelligence artificielle dans nos sociétés. Est-ce que donc vous partagez cette inquiétude sur est-ce qu'on peut parler de totalitarisme, même si évidemment il n'y a pas de goulag Je partage complètement l'avis de Pascal Perrineau et par rapport à votre question, je pense au livre de Nathalie Haynick, le wokisme est-il un totalitarisme? On peut s'interroger aujourd'hui parce que quand vous voyez que des personnes sont annulées pour avoir exprimé leur vue de manière tout à fait acceptable, d'autant plus qu'aux États-Unis, il ne faut pas oublier que le premier amendement garantit une liberté d'expression qui est quasiment totale. On se rend compte qu'en réalité, c'est plus le cas, mais que la censure se fait par le social. Et que si en entreprise, on ne montre pas patte blanche, alors on nous montrera gentiment le chemin de la sortie. Comment ça se passe concrètement dans les entreprises pour que nos auditeurs comprennent? Il y a aussi des comités de vigilance, appelons-les comme ça. Vous avez des DEI dans les grandes entreprises. Dans les GAFAM, toutes les GAFAM ont des DEI. Et par exemple, chez Google, vous n'appelez pas, quand vous auditionnez, vous avez des candidats à un poste qui viennent vous voir, c'est pas monsieur, madame ou un pronom, c'est the candidate. Le candidat, parce qu'on il doit être unisexe presque. Et ils ont l'entreprise, mais parce qu'elle est représentative pour moi de ce qui se passe dans les entreprises américaines, propose une liste de pronoms infinie. Donc tout est fondé vraiment sur l'essentialisation, ce que disait Pascal Perrineau, des individus. Et je trouve que c'est très dangereux à une époque où les réseaux sociaux déjà nous isolent, nous écumisent, pour reprendre une formule de Peter Sloterdijk. Nous sommes de plus en plus isolés, chez nous, au travail. Et donc le rapport à l'autre et à une pensée divergente qui permettrait cette tension dans la démocratie que Raymond Aron appelait de ses voeux en expliquant que le régime démocratique c'est un régime de tension. On n'a plus ces tensions. On a une volonté d'empêcher tout échange, tout compromis, comme Pascal Perrineau le disait. On parle depuis le début de cette émission de la France et des États-Unis. Vous êtes un peu entre les deux. Est-ce que malgré tout, la liberté est encore plus grande en France aujourd'hui? Est-ce que c'est un pays où on respire particulièrement l'air de la liberté? Est-ce que la France a tout de même des anticorps parce que c'est la France, parce qu'elle a un modèle original fondé notamment sur la laïcité et bien placée pour résister à cette offensive? Je crois foncièrement que oui. Je pense vraiment que l'universalisme, les valeurs républicaines sont des anticorps, mais qu'il faut se battre pour les maintenir, ce qu'on observe aujourd'hui dans la société. Mais le système est toujours fragile. Mais oui, clairement, je vois une réelle différence entre les États-Unis et la France de ce point de vue-là. Pascal Perrineau, il nous reste 30 secondes, mais sur la France, justement, est-ce que nous avons les anticorps et est-ce que ce modèle universaliste républicain, finalement, est toujours valable et peut-être l'avenir? Oui. Je crois qu'en effet, nous avons les antidotes, comme dit Julie Girard. La France peut, davantage que d'autres pays européens, résister à cette poussée d'un modèle woke qui nous est, au fond, culturellement, extrêmement étranger. Mais pour cela, il faut sortir du bois. Il faut se mobiliser. Il ne faut pas croire, en effet, que ce combat est un combat périphérique, sans importance. Ça doit être un combat dans l'entreprise, à l'université, dans l'administration, absolument partout. Merci Pascal Perrineau et merci donc de mener le combat, notamment à Sciences Po. Merci Julie Girard d'avoir été avec nous. C'était passionnant. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'En toute vérité. Je vous laisse avec les informations. À bientôt. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.